Le juge du tribunal de première instance du plateau à Abidjan a ordonné la radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale au motif que l'opposant aurait perdu la nationalité ivoirienne lors de l'acquisition de la nationalité française, ce qui, selon la juridiction, invaliderait donc son inscription. Hamzat Abdoulaye, bonjour. Bonjour. Merci d'être ce matin avec nous. Merci de nous éclairer sur l'actualité internationale, on va dire. Alors, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette décision? C'est ma première question. Alors, c'est une décision qui arrive au mauvais moment, surtout pour le parti de Tidiane Thiam, parce que Tidiane Thiam est aujourd'hui la figure montante dans la sphère politique ivoirienne, en tant qu'opposant, bien sûr, mais en tant que personne de ressources et personne de qualité en matière de propositions politiques et surtout en matière d'alternance politique. Parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire est gouvernée maintenant depuis une quinzaine d'années par Alassane Dramane Ouattara, avec son parti également qui domine la sphère politique et au sein de l'Assemblée nationale et également au sein des représentations municipales. Et ça posait un véritable problème d'alternance pour la prochaine élection présidentielle annoncée dans quelques mois. Et cette décision arrive au mauvais moment, ça c'est la deuxième chose, parce que Tidiane Thiam, dans les sondages en tout cas, occupe une place importante et pourrait, je vais dire, ravir la vedette et à la forte partie du chef de l'État, mais également à la personne même du chef de l'État s'il se présentait aux prochaines élections présidentielles. Et c'est un coup très dur pour lui parce que ce genre de décision, généralement, ne souffre plus de contestation et les recours également n'existent pas, surtout quand il s'agit de cette question de nationalité remise en question. Alors, il n'y a donc pas de recours parlant bien entendu de cette décision. Hamzat Abdoulaye, quelles sont les conséquences déjà d'une telle décision? Alors, je pense que ça risque de cristalliser l'ambiance politique en Côte d'Ivoire dans la mesure où on parle d'alternance. La jeunesse ivoirienne rêve d'alternance depuis plusieurs années. Alassane Dramane Ouattara, certes, a à son actif un bilan élogieux sur le plan économique, sur le plan social également. Je pense qu'Alassane Dramane Ouattara n'a pas à rougir de son bilan, en réalité. Mais la jeunesse ivoirienne rêve d'alternance. Et l'alternance démocratique, c'est quoi? C'est de permettre à ce qu'il y ait une nouvelle tête, à ce qu'il y ait de nouvelles compétences, à ce qu'il y ait de nouvelles figures qui puissent justement garder ou occuper ce pouvoir. Il y a un besoin de changement. Le besoin de changement est permanent et perpétuel en réalité. Mais quand la jeunesse aspire à ce besoin, on parle justement de cette alternance démocratique. Et Tidiane Thiam incarne à lui seul la valeur de ce que c'est que l'alternance démocratique. On connaît son passé, il a été à la tête de Crédit Suisse, mais au-delà, c'est un intellectuel aux qualités financier, et également sa famille est très connue et réputée en Côte d'Ivoire comme étant technocrate et surtout très sérieuse quand il s'agit de la gestion des affaires publiques et des affaires financières. Donc, à lui tout seul, il incarne toute une aura qui puisse justement permettre aux Ivoiriens d'espérer par rapport aux prochaines élections, parce que le rêve de l'alternance, c'est de surtout trouver une figure qui puisse l'incarner. Et Tidiane Thiam était vu depuis plusieurs mois comme étant la personne idéale. Et je pense que son parti, le mythique parti d'Houphouët-Boigny, a occupé à sa tête seulement que 3 figures historiques, dont lui-même aujourd'hui. Donc Houphouët-Boigny, ensuite Henri Konan Bédié, paix à son âme, et aujourd'hui Tidiane Thiam. Et je pense que c'est un message très fort que cela incarnait, mais malheureusement, je pense que cette décision de justice sera bien sûr contestée. J'ai écouté son discours hier par rapport à son avis vis-à-vis de cette décision. Il a dit notamment qu'il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C. Oui, justement, parce que le parti n'a pas prévu de plan B. Quand vous voyez un peu le taux auquel il a été plébiscité à la tête du parti et reconnu comme étant cette figure qui pouvait défendre les intérêts du parti pour les prochaines élections,
on parle de 99%, je pense que c'est un plébiscite, c'est une unanimité en réalité. Donc, dans ce contexte, comment voudriez-vous qu'il y ait un plan B ou un plan C? Ça risque d'être difficile et ça pourrait mettre à terre la stratégie politique à court et à moyen terme du parti RHDP, du PDCI. Mais je pense que ça, c'est une question politique qui peut se régler. Mais la véritable question ici, c'est de savoir est-ce que l'exécutif pourrait trouver, je ne sais pas, une possibilité justement pour que cette décision de justice ne soit pas considérée? Parce que dans les faits, aujourd'hui, Tidjane Thiam n'a pas acquis une nationalité française. Il est né français comme ses avocats l'ont défendu de par son père. Mais aujourd'hui, cette décision, malheureusement, sera exécutée et sa radiation prouve une nouvelle fois que ce sera probablement sans recours. Alors, il parle, lui, d'une décision plutôt politique. Oui, on peut y voir aussi une décision politique, parce que je le disais tantôt, Tidjane Thiam incarne cette alternance. Et nous sommes dans un système en Côte d'Ivoire qui est dominé par le RHDP de Alassane Dramane Ouattara sur tous les plans. Omniprésent, sur tous les plans, même dans les régions les plus reculées de la Côte d'Ivoire. Le parti domine les échanges, domine les débats et propose surtout de très belles choses. Quand vous voyez l'image de la Côte d'Ivoire aujourd'hui comparée à son image il y a 15 ans, ce n'est plus la même chose. C'est une Côte d'Ivoire complètement modernisée. Complètement sur de nouveaux rails. Et ça, c'est une dynamique, bien sûr, à l'actif du parti, mais aussi à l'actif du chef de l'État. Mais cela n'est pas suffisant, vous allez bien le comprendre. Le développement souffre parfois d'insuffisance, et c'est justement le cas de la Côte d'Ivoire. Au niveau social, il y a énormément de choses qui restent à revoir. Le niveau de la vie reste très élevé. À Abidjan, dans les grandes villes, à Yamoussoukro, la vie coûte extrêmement cher. Il n'y a pas de disposition étatique, politique qui puisse contrôler l'inflation. Et ça, c'est aussi le deuxième problème d'Alassane Dramane Ouattara durant toutes ces années. Et enfin, au niveau du social, je pense que la jeunesse, avec ce taux de chômage qui est inquiétant, rêve d'une alternance qui puisse justement prendre comme priorité le combat de cette jeunesse et désormais leur trouver des portes de sortie en créant de nouveaux projets qui puissent intégrer les jeunes diplômés afin qu'ils puissent passer de la case universitaire vers la case professionnelle. Et ça, c'est les défis auxquels peut-être le parti du chef de l'État au pouvoir et surtout du chef de l'État lui-même, c'est des défis auxquels ils ont dû rebuter toutes ces années. Mais c'est le défi de tous les jours, en réalité, dans tous les États africains. La Côte d'Ivoire a atteint un certain stade qui nécessite peut-être un retoilettage politique. L'avenir nous le dira. Mais aujourd'hui, on peut le dire que cette décision souffre aussi d'une décision politique, souffre aussi d'une décision systémique, parce qu'il y a un système qui est mis en place. Et vous allez le comprendre que quand un système perdu à la tête d'un pouvoir, il est difficile d'accepter un changement qui puisse justement déconstruire tout ce qui a été fait durant toutes ces années. Donc je pense que Alassane Dramane Ouattara a surtout dans sa tête l'idée d'assurer et d'assumer une continuité. Et cette continuité devrait se faire probablement sans Tidjane Thiam. Et c'est malheureux de le dire parce que la démocratie devrait parfois supporter l'opposition, devrait parfois supporter la contradiction, devrait surtout supporter la différence dans le débat d'idées, dans le débat politique qu'apporte aujourd'hui Tidjane Thiam à travers son programme d'action que j'ai eu la chance d'ailleurs de voir, son programme d'action qui peut vraiment apporter un plus à cette Côte d'Ivoire. De toutes les façons, Tidjane Thiam ne démord pas. Il l'a dit, il a répété, il participera à cette élection et d'ailleurs son parti a appelé aujourd'hui à manifester devant les tribunaux. Est-ce que c'est un retour aux anciens démons, on va dire? Est-ce que ce n'est pas une porte ouverte aux anciens démons de la Côte d'Ivoire? Je pense que les anciens démons de la Côte d'Ivoire étaient beaucoup plus durs et beaucoup plus méchants qu'aujourd'hui, puisqu'ils étaient armés, comme vous le savez. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, heureusement. Ce n'est pas une porte ouverte on peut dire aujourd'hui, Tidjane Thiam, c'est ce pacifiste démocrate surtout,
qui intègre que la violence ne résout pas les problèmes. Et dans son discours, vous allez le comprendre, c'est un discours qui est cohérent, il parle d'injustice, il parle d'incompréhension, mais il met l'accent qu'il ne va pas accepter cette décision, mais nulle part, hein, je n'ai vu de propos violents, je n'ai vu d'appel à la violence de la jeunesse. Mais quand on appelle à manifester, on sait que les manifestations, généralement, on sait comment ça commence, mais parfois, on n'arrive pas... Oui, bien sûr. Je comprends. Oui. En réalité, pardon, je pense que Tidjane Thiam assimile ce qu'est la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc, manifester veut dire contester. Manifester veut dire on n'est pas d'accord. Manifester surtout veut dire qu'on exige qu'il y ait une sorte de relecture. Parce qu'aujourd'hui, Tidjane Thiam l'exclut du jeu politique, c'est une véritable difficulté en réalité dans ce jeu électoral qui s'annonce. Et je pense que ça va en quelque sorte aussi renforcer la question que tout le monde se pose. Est-ce que Alassane Dramane Ouattara est un vrai démocrate ou il essaie de concentrer tout autour de lui pour qu'il n'y ait pas d'opposition crédible? Beaucoup se posent cette question depuis plusieurs années. Et cette question, malheureusement, n'a pas eu de réponse, justement parce qu'il a un bilan qui n'est pas un si mauvais bilan en réalité. La deuxième chose, c'est que Tidjane Thiam, avec cet appel à manifester, pour moi, essaie tout de même de régler la question autrement. Essaie d'interpeller les consciences, essaie d'interpeller les forces vives de la nation ivoirienne, essaie d'interpeller surtout les institutions, parce que cet appel est un appel crucial par rapport aux prochaines élections. On a une figure qui est en train de monter, on a une figure qui s'impose désormais comme étant une alternance pour les prochaines élections, mais on a surtout une figure qui n'est pas inscrite dans le discours de la violence, comme Laurent Gbagbo dans un certain passé, ou comme Charles Blé Goudé et bien d'autres. Un discours pacifique. Pacifique, cohérent, structuré, qui montre surtout qu'il a l'aura de quelqu'un qui peut gouverner la Côte d'Ivoire sans chercher forcément sans chercher des zones de la violence, de la négation autour de cette question de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un plus. Et la dernière chose, c'est que manifester devant les tribunaux, en réalité, c'est surtout d'interpeller les consciences internationales. Parce que je pense que Tidjane Thiam interpelle toutes les consciences internationales de se saisir de cette question pour que quelque chose puisse se faire. Je disais tantôt, il n'y a pas de recours, parce que si recours il pouvait avoir, c'était saisir le Conseil constitutionnel pour justement revoir cette décision. Or, pour que cela puisse se faire, cela doit se faire avant que la liste électorale... Exactement. Or, aujourd'hui, la liste est déjà définitive et sa radiation, malheureusement, ne pourra pas être revue. Mais j'espère que l'exécutif... On est devant un mur. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui? Oui, tout dépend, tout est entre les mains. La solution peut venir de qui? Alassane Ouattara. Du chef de l'État ivoirien. Mais ça ne suffira pas, parce que interpeller les consciences internationales, ça a un sens, justement. Vous savez, le jeu international est fait en sorte que les personnes influentes, des chefs d'État influents, peuvent se saisir d'une question et interpeller le chef de l'État pour lui demander, même si c'est une question nationale, pour lui demander peut-être d'ouvrir les vannes pour que cette question puisse avoir une réponse. Quelle chance d'aboutir? Il n'y a pas grande chance. Il y a très peu de chances que cela puisse aboutir. Je sais que Tidjane Thiam a une forte influence diplomatique et a surtout des relations et un carnet d'adresses très, très fourni. Mais Alassane Dramane Ouattara est droit dans ses bottes. Les précédentes élections présidentielles ont montré que c'est un homme d'État, mais surtout un homme d'État ferme dans les décisions politiques, ferme dans les décisions de gouvernance. Et durant les campagnes, il a été intransigeant par rapport aux voix dissonantes et discordantes. Donc, je pense qu'il y a peut-être 0,05% que Tidjane Thiam puisse être écouté, mais l'espoir aussi n'a pas besoin de 100% de chance. Ça a besoin de ce 0,05% de chance. Un destin présidentiel qui risque d'être brisé? Oui, je pense que malheureusement, nous allons probablement assister à une ascension très brève, mais écourtée en même temps, parce que Tidjane Thiam, comme je le disais, a la veste et l'étoffe pour être un chef d'État,
d'une Côte d'Ivoire rayonnante qui aspire à un avenir meilleur, surtout au niveau social, surtout au niveau économique. Aujourd'hui, on sait que la concurrence en Afrique de l'Ouest avec le Sénégal aujourd'hui a encore été plus renforcée, mais la personne, et là, surtout sa carrière dans le financier. Il a beaucoup à apporter à ce pays. Il a énormément apporté à la Côte d'Ivoire. Alors, il n'y a pas que l'exécutif qui existe, il n'y a pas que les élections présidentielles. Et je pense qu'en étant un stratège politique, avec ce discours d'ailleurs qui nous a servi, il pourra se concentrer sur son parti, sur l'avenir de son parti, pour faire en sorte que lors des prochaines élections législatives, le parti puisse avoir des pions nécessaires pour être présent dans ce débat politique. Parce qu'il faut rappeler une chose, être exclu des élections présidentielles ne veut pas dire être exclu de la vie politique. Exactement. Il peut continuer à exister dans cette sphère politique. La seule chose qui me chagrine, c'est que c'est cette question de double nationalité qui va probablement l'exclure de tout le débat politique. Et ça risque d'être dommage. À chaque fois, les questions de nationalité qui reviennent en Côte d'Ivoire, la question de l'ivoirité, la question de l'ivoirité est une question sempiternelle, toujours posée, à laquelle on ne trouve pas de réponse. Mais c'est vraiment la première fois que ce genre de décision, à la veille d'une élection présidentielle, est évoqué par un tribunal, d'où la gravité de la décision. Mais je pense surtout qu'il ne faut pas confondre les choses. Avant, l'ivoirité souffrait de l'ivoirien qui est issu du Burkina ou qui est originaire de Burkina et qui ne serait pas tout à fait ivoirien. Mais aujourd'hui, on parle de l'ivoirien qui a la double nationalité. Et ça, c'est un défi, je vais dire, d'idées. Parce que, est-ce parce qu'on est qu'on a grandi dans un autre milieu, qu'on a une double nationalité, qu'on n'est pas tout à fait ivoirien ou qu'on ne peut pas aspirer un jour à gouverner la Côte d'Ivoire. Encore qu'il a renoncé à cette nationalité française il y a quelques mois et il a, au nom de cette décision courageuse, été salué à la fois par les militants de son parti, mais aussi par une grande masse des Ivoiriens qui aspirent justement à ce changement qui longtemps a été écorné par l'image permanente et perpétuelle d'Alassane Draman Ouattara. Mais là, qu'est-ce qu'on a finalement Tidjane Thiam, qui n'a plus la nationalité française, la nationalité ivoirienne également. On est franchement, manifestement, face à il a toujours sa nationalité. Oui, mais remise en cause aujourd'hui. Pour la présidentielle. Exactement, rien que pour l'élection présidentielle. Je pense qu'il faudrait peut-être faire appel à un débat politique de dernière minute. C'est très court, il reste très peu de temps avant les élections. Et le jeu électoral pourrait être justement bouleversé. Mais au nom de la question de l'apaisement, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays sensible, surtout quand il s'agit des questions présidentielles et électorales. Donc, il est important qu'il y ait peut-être un appel, et tout dépend d'Alassane Draman Ouattara. La paix, en réalité, n'a pas de prix, en réalité. Et vous auriez beau atteindre un développement, atteindre une évolution sur l'échiquier politique, économique et social, dès qu'il n'y a plus de paix, eh bien, tout votre bilan est mis à terre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara pourrait peut-être revoir sa copie, pourrait peut-être revoir ses perspectives, remettre tous les acteurs politiques, surtout de l'opposition, autour de la table, pour discuter autour de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut proposer pour qu'il y ait des élections justes qui puissent inclure tout le monde, des élections inclusive. Je pense que c'est ce que demandent Tidjane Thiam et tous les opposants d'ailleurs. Et la deuxième chose, c'est que l'opposition aussi a une carte à jouer, parce que l'opposition a nommé justement à la tête de ce collectif des opposants et des mouvements d'opposition en Côte d'Ivoire, a nommé Tidjane Thiam à la tête, en tant que coordinateur en tout cas de ce mouvement. Et du coup, l'opposition se trouve amputée. Donc, l'opposition ivoirienne se trouve confrontée à un double défi. Le premier défi, c'est de trouver une voie commune autour d'un autre plan B, probablement. Mais ensuite, c'est de rester peut-être soudé autour de Tidjane Thiam pour que toute la classe politique puisse se saisir de la question afin qu'on puisse en débattre et trouver une solution pérenne. Parce que c'est surtout de ça qu'il s'agit aujourd'hui.
Hamzat Abdoulaye, en attendant cette solution, Alassane Ouattara file droit vers un 4e mandat. Oui, sans nul doute. Et après, je ne vais pas remettre en question ses aptitudes à pouvoir être à nouveau candidat et président. Non, du tout, parce que je parlais de son bilan qui n'est pas un mauvais bilan en réalité. Mais aujourd'hui, je pense que la Côte d'Ivoire mérite mieux. La Côte d'Ivoire mérite... Cela ne veut pas dire qu'au sein même de son parti, du RHDP, qu'il n'y a pas de figure qui puisse incarner un changement. Non, je pense qu'un 4e mandat serait un mauvais message pour même les jeunes au sein du parti RHDP, d'Alassane Ouattara, et serait aussi un mauvais message également, un mauvais signal envoyé à toute la classe politique ivoirienne qui rêve aussi de l'alternance. Et le défi de rester, de se perpétuer au pouvoir ne règle pas tous les problèmes en réalité. Je pense que parfois il faut passer le signal, il faut passer le flambeau et permettre à ce que les autres têtes fortes, les autres têtes pensantes puissent également penser autrement la gouvernance et faire en sorte que la gestion d'État soit une gestion commune qui puisse justement satisfaire tout le monde. Très bien. On passe, Hamzat Abdoulaye, à un autre sujet. On parle maintenant de la CEDEAO. Qui a 50 ans. Alors, que reste-t-il aujourd'hui, 50 ans après, de ce modèle d'intégration régionale Alors, Hamzat Abdoulaye? On tire souvent à boulet rouge sur la CEDEAO, mais en termes de bilan, et surtout en ce qui concerne cette question de la libre circulation des personnes et des biens, la CEDEAO n'a pas à rougir. La question de l'intégration a été la question centrale de l'institution de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on compare la CEDEAO à d'autres institutions sous-régionales, à l'instar de la CEMAC, par exemple, la CEDEAO a un pas en avant, sinon 10 pas en avant sur ces instances sous-régionales. Et quand bien même on veut tenter la comparaison à l'international avec l'Union européenne, par exemple, même si ce n'est pas les mêmes dispositifs, je pense que la CEDEAO a un bilan correct en matière d'intégration, un bilan correct en matière de volontarisme en ce qui concerne cette question d'intégration, cette question de la libre circulation des personnes et des biens. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, et c'est là où tout le monde n'est pas d'accord, la CEDEAO, quand elle se mêle de la question politique, de la question de la stabilité, de la question de la démocratie, eh bien, elle perd un peu de la voix parce que, justement, elle ne propose pas de meilleures choses. Et la troisième chose, c'est au niveau de la question de la résolution de la crise sécuritaire, des conflits surtout aussi. Et je pense qu'à ce niveau aussi, la CEDEAO pêche par absence de volonté des États à différents endroits, même si il y a une volonté pérenne de pouvoir régler ces questions qui touchent les peuples de la CEDEAO. Et vous ne pouvez pas y arriver sans, bien sûr, cette question financière. Et la finance, malheureusement, est ce mal dont souffre surtout la CEDEAO, puisque la majorité de ces finances proviennent de fonds étrangers ou de l'extérieur. Et ça, c'est un véritable problème. Et ça remet surtout en question la question de... Ça remet surtout en question, j'allais dire, la souveraineté de la CEDEAO. Est-ce qu'on a une CEDEAO qui est complètement indépendante? Alors, les défis restent, à vous entendre, Hamzat Abdoulaye, les défis restent politiques, diplomatiques, sécuritaires? Oui, je pense que les défis sont entiers en réalité. La CEDEAO a 50 ans d'un passif qui a surtout mis en place une communauté qui met l'accent justement sur cette libre circulation des personnes et des biens. C'est un défi presque réussi en réalité, mais il reste à faire parce que quand vous quittez Cotonou pour Lagos par exemple, je ne pense pas qu'on puisse s'enorgueillir d'être membre de la CEDEAO à ce niveau justement. Donc il reste beaucoup de choses à faire, il reste énormément de défis à relever au niveau même de la justice de la CEDEAO.
énormément de choses restent à faire. Les décisions de cette justice de la CEDEAO ne sont pas coercitives et ça, c'est aussi un problème en réalité. Et la dernière question qui est dans toutes les têtes, c'est le retrait de ces 3 États de la CEDEAO. Je pense que c'est... Enfin, la CEDEAO va certainement souffrir pour les prochaines années, mais vu que l'appareil est résilient, je pense qu'elle va trouver des solutions pérennes pour faire face à ces nouveaux défis. Très bien. Et donc, on a posé la question aussi à Hamzat Abdoulaye, à nos internautes, qui ont sans doute opiné. La question est celle-ci. La CEDEAO célèbre ses 50 ans depuis le 22 avril dans un contexte de défiance. Comment voyez-vous l'avenir de cette organisation sous-régionale? Nadège Sani est déjà avec nous et va nous rejoindre par ici sur ce plateau et relayer vos différents avis, vos différentes opinions. Et c'est sûr qu'il y a eu pas mal d'avis ce matin. Nadège Sani, on vous attend. La CEDEAO célèbre ses 50 ans depuis le 22 avril dans un contexte de défiance. Comment voyez-vous l'avenir de cette organisation sous-régionale? Bonjour Nadège. Bonjour à vous Rachidat, bonjour à tous. Nombreux sont nos amis internautes qui pensent que la CEDEAO n'a pas atteint ses objectifs fixés depuis sa création. Il devient donc nécessaire selon les internautes de mettre en place des réformes pour redorer le blason de la CEDEAO. Suite à notre publication, Ezekiel Diego a réagi en posant cette question: lequel de ces objectifs a-t-il réellement été atteint? Selon lui, la libre circulation des personnes et des biens reste un mythe. On s'en rend compte quand on doit se rendre, par exemple, au Nigeria. Il critique également l'absence d'une monnaie commune qui freine toute véritable coopération économique. Pierre Adedo va plus loin en affirmant que la CEDEAO n'a plus de raison d'exister. Les États du Sahel ont su à temps prendre leur destin en main. À ses yeux, les autres pays restent aveuglés. Nyeneou Mendezoundi estime que la CEDEAO demeure une institution clé pour l'intégration régionale. Elle a besoin de plusieurs réformes pour pouvoir avoir l'impact que les peuples attendent d'elle, mais cela peine à arriver à cause d'un manque total de volonté commune des dirigeants de faire évoluer les choses. Si après 50 ans d'existence, les dirigeants des États membres de la CEDEAO n'arrivent pas à un commun accord afin d'opérer des réformes profondes en vue de dépolitiser cette institution et la rendre vraiment souveraine, je pense qu'on donnerait raison aux dissidents et qu'il faudrait la faire disparaître. Adonias Tewanou partage cet avis. Il rappelle que depuis 1975, les objectifs de monnaie unique et de libre circulation des personnes et des biens n'ont toujours pas été atteints. Il déplore également l'incapacité de la CEDEAO à apporter des solutions concrètes aux crises sécuritaires et électorales croissantes dont les États membres. Selon Hyacinthe Alain, cette organisation n'a plus d'avenir. Kouagou Wilfried, quant à lui, souligne l'impuissance de la CEDEAO face à la création de l'Alliance des États du Sahel et aux crises multiples en Afrique de l'Ouest. Il pense que la CEDEAO n'a plus de réelle influence, même sur la scène internationale. Et on finit par Stanislas Sidagbo, qui reconnaît néanmoins un certain impact de la CEDEAO au cours des 50 dernières années. Il propose plusieurs pistes d'avenir: renforcer la gouvernance et le respect des principes démocratiques, approfondir l'intégration économique, améliorer la gestion des crises sécuritaires et instaurer un dialogue plus direct avec les populations. Voilà, Rachidat, quelques avis que je partage avec vous ce matin.
Merci Nadège Sani, Hamzat Abdoulaye. Ils sont très vénères hein, ce matin par rapport à la question du jour. Il y a pas mal de commentaires. La CEDEAO n'a plus sa raison d'exister. Il faut qu'elle disparaisse. Elle n'a pas atteint ses objectifs. Vous les avez entendus, votre réaction? Oui, enfin, c'est pas parce que la CEDEAO n'a pas atteint ses objectifs qu'elle doit disparaître. Je le disais tantôt, l'organisation souffre de plusieurs points qui n'ont pas été véritablement atteint pendant ces 50 dernières années, c'est une certitude. Mais ce dont on doit être certain, c'est que la CEDEAO fait énormément d'efforts pour corriger le tir et surtout en ce qui concerne cette question de la libre circulation des personnes et des biens, c'est un défi permanent et perpétuel. Et c'est tellement perpétuel que ça ne suffit pas. Les acquis ne suffisent pas. Il faut travailler même sur les acquis pour pouvoir les renforcer et les améliorer. Mais qu'est la CEDEAO sans l'implication des États en réalité? Rien du tout, une coquille vide certainement. Donc je pense que les États, chacun à leur endroit, doivent renforcer leurs implications à différents niveaux au sein de l'organisation et surtout en ce qui concerne les obligations de chacun pour que les objectifs puissent être ensemble atteints. Ça, c'est très important. La deuxième chose, et je partage l'avis surtout de ces internautes sur la question des États de l'AES qui se sont retirés justement parce que souffrant d'un certain snobisme de la CEDEAO quand il s'agissait de se préoccuper de leurs véritables problèmes. Qu'était leur problème il y a quelques années? C'était la question sécuritaire. C'est vrai, il y a ce protocole d'Accra qui a été proposé justement par le chef d'État béninois et qui aujourd'hui n'est pas opérationnel au sens propre du terme parce que absence de volonté des États, absence de financement également et la volonté ajoutée aux finances, quand ils ne sont pas dans le plat, je pense que le rachitisme n'est pas loin en réalité. Donc je crois que si on pouvait ensemble, entre États membres de cette CEDEAO, revoir les carences de l'organisation et se dire quatre sur table les vérités, ça pourrait redorer le blason de l'organisation. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, à l'heure de la souveraineté, je pense que ça risque d'être difficile de rattraper ce retard parce que ces États de l'AES veulent se concentrer justement sur ces questions de la sécurité, de la souveraineté et surtout de la finance. Je pense que la CEDEAO, sur cette question financière et monétaire, n'a pas trouvé de véritables solutions, de véritables réponses par rapport aux multiples questions que se posent les l'avenir, que lui réserve l'avenir alors? Alors, je pense que l'avenir de la CEDEAO se joue à travers deux points. Le premier point, c'est de s'adapter par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Le retrait de ces trois États est important sur le plan géopolitique, et il y a d'autres pays sur le plan géographique. Qui ont aussi envie d'emboîter le pas, qui lorgnent de l'autre côté. Exactement, en tout cas. Qui menacent en quelque sorte de quitter la CEDEAO ou de rejoindre l'AES sans quitter la CEDEAO. C'est assez paradoxal. Mais je pense que l'avenir de la CEDEAO se joue à travers sa capacité à s'adapter. Je parlais tout à l'heure de la résilience de la CEDEAO, mais tout dépendant de sa capacité à s'adapter vis-à-vis de ces États qui se sont retirés du jeu communautaire. Et ça va dépendre de sa volonté aussi manifeste et de la volonté aussi des États membres de la CEDEAO de faire en sorte que cela puisse être une réalité. Ce n'est pas parce que les États ont quitté la CEDEAO qui sont vos ennemis, mais vous pouvez créer un nouveau lien, tisser un nouveau lien interétatique ou inter-organisation multilatérale pour faire en sorte que les échanges demeurent. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous sommes les mêmes peuples au sein de la CEDEAO, nous sommes les mêmes communautés en réalité. Le Nigérien n'a pas attendu la CEDEAO avant de nourrir les échanges avec son frère béninois et vice-versa. On a un destin commun. Le destin, il est commun partagé. La deuxième chose, et la survie de la CEDEAO va se jouer aussi à ça, dépendra de la capacité de la CEDEAO à pouvoir prendre des leçons vis-à-vis de ces échecs précédents. Les questions politiques ne réussissent pas à la CEDEAO. Les questions où la CEDEAO veut imposer un discours démocratique, politique,
à certains États parce que les élections auraient été mal faites, parce qu'un militaire serait parvenu pour... Bien sûr, je ne suis pas partisan des coups d'État, mais je crois que les questions politiques pour la CEDEAO doivent être complètement reléguées au second plan. La CEDEAO peut encore se prononcer sur des questions politiques, mais pas s'impliquer au point d'imposer des choix démocratiques ou souverains à des États qui sont souverains, justement. Qui font dire aussi parfois des choix qui font dire à certains qu'elle fait deux poids, deux mesures. Exactement, parce que je ne vais pas citer d'État, mais quand vous observez au sein de la CEDEAO, il y a des coups constitutionnels qui s'observent, et ces coups constitutionnels sont effectués par des hommes politiques en costard 3 pièces la plupart du temps, et ça passe crème. En revanche, quand il s'agit des coups d'État militaires, ça ne passe pas du tout. Donc, le deux poids, deux mesures existe réellement, mais il va falloir revoir ce discours, ce schéma de cette CEDEAO qui, malheureusement, épouse une doctrine qui provient d'ailleurs, d'où, je vais dire, la coloration de la CEDEAO qui n'est pas tout à fait indépendante, parce que je parlais de cette manne financière qui provient d'ailleurs. Vous ne pouvez pas dire non. Vous ne pouvez pas dire non à cette main qui vous nourrit malheureusement, comme le dit le proverbe africain. Merci Hamzat Abdoulaye pour la qualité de ces échanges. Merci, je précise que vous êtes spécialiste des questions internationales. Ce n'est pas la première fois sur ce plateau d'ailleurs, n'est-ce pas? Allez. Et on vous retrouvera pour d'autres éclairages sur des sujets pointus de l'actualité. Merci Hamzat Abdoulaye. Nadège Sandé, on se retrouve demain, n'est-ce pas? Allez, à demain. Place maintenant à la revue de presse avec William Aguiar.